Merci. Donc, Cynthia, il est midi. Est-ce qu'on laisse peut-être juste une petite minute? Sophie, tu vas continuer d'accepter les gens une fois qu'on débute? C'est parfait. On va débuter, on va se laisser une petite dernière minute et puis à ce moment-là, on va débuter. En attendant de commencer, est-ce qu'il y a des gens, j'aimerais savoir c'est quoi la proportion RH, pas RH? Fait que les gens qui sont en RH, est-ce que vous pouvez peut-être juste mettre une petite main levée pour avoir une idée de la proportion? Ça serait On est 6, rendu 8. à 8. On OK. est... Intéressant. Fait que peut-être le tiers pour le moment. C'est bon, vous pouvez, vous pouvez enlever votre petite main de lever. C'est vraiment juste par curiosité. Donc, on se lance, Cynthia? Oui, je vais juste m'assurer là, que vraiment l'enregistrement est parti. Donc, parfait. Donc, il est parti. Donc, ben, Bonjour bienvenue à Estelle. tous. Bien heureuse de pouvoir vous présenter un peu plus un sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, donc l'intrapreneurship. Vraiment, l'entrepreneurship, un outil pour traverser l'incertitude. Justement, je crois que justement, le sujet va vraiment pouvoir vous être un sujet vraiment intéressant pour vous aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, mais n'hésitez pas à garder vos questions, on va pouvoir les répondre à la toute fin. Comme je vous présentais tout à l'heure, comment vivre la meilleure expérience webinaire, assurez-vous de laisser votre caméra ouverte. C'est toujours plus motivant pour nous d'avoir aussi, puis c'est plus humain comme caméra. Même si vous êtes en dîner, on ne jugera pas, inquiétez-vous pas, tout le monde a le droit de manger sur son heure de dîner. Fermez votre micro et aussi, n'hésitez pas, oui, vous pouvez prendre des notes, mais sachez qu'on enregistre aussi la présentation, donc vous pourrez avoir copie là, si vous aimeriez la recevoir. Et écrivez-nous aussi des commentaires là, si vous avez des questions dans la section commentaires. Ça nous fera plaisir là, à la toute fin là, de pouvoir répondre à vos questions. Donc, je te laisse la parole, Marie-Julie. Tout le monde, je m'appelle Marie-Julie, mais je vais commencer par vous présenter pour vous mettre en contexte. En fait, moi et Cynthia avons travaillé dans une autre vie ensemble pendant environ 10 ans. Et nos chemins se sont séparés et se sont retrouvés. Et maintenant, 5 ans qu'on travaille ensemble. Donc, Cynthia étant la présidente et la fondatrice de Grand Talent. Cynthia, c'est une accompagnatrice en stratégie RH et en développement de compétences. Donc, beaucoup au niveau des PME partout dans la grande région de Montréal. Très bien implantée aussi là, dans le coin de Mirabel. Son objectif, toujours maximiser le potentiel des individus pour assurer la croissance et la pérennité des organisations. Et je dirais depuis 1 an, hyper passionnée par l'intrapreneuriat. Donc, comme vous pouvez voir, on a fait un peu une présentation chacune pour justement se présenter mutuellement. Moi, je vous présente un peu plus ma collègue Marie-Julie qui va m'accompagner dans cette présentation aujourd'hui. Marie-Julie, vraiment, j'aime l'appeler un peu plus comme l'influenceuse LinkedIn. On entend souvent parler des influenceurs sur Instagram ou autre, mais on dirait que on l'appelle amicalement notre influenceuse. Très active au niveau de LinkedIn. Même, elle n'aime pas ça trop le dire, mais elle a quand même 44 000 personnes au niveau de son LinkedIn, ce qu'on trouve souvent très impressionnant. Donc, vraiment une partenaire au niveau de Grand Talent qui, depuis les 5 dernières années, puis qui est vraiment une partenaire très privilégiée qu'on apprécie énormément. Chasseur de tête agile et stratège RH, vraiment, c'est une personne qui est vraiment passionnée à bâtir des équipes performantes et vous accompagner vraiment dans la chasse de tête pour des postes vraiment au niveau de haute direction. Donc, l'entrepreneurship le fait partie, elle aussi, de son quotidien. Alors, voici un peu plus pour les présentations. Maintenant, je vais continuer, je vais te laisser la parole pour la suite, Marie-Julie, je vais reprendre. Oui. En fait, l'objectif aujourd'hui du dîner, c'est vraiment de passer à travers 3 choses. La première, c'est vraiment les avantages d'une culture intrapreneuriale.
Ensuite, on va vous parler vraiment là, beaucoup plus en détail des 9 compétences révélatrices de l'intrapreneuriat. Et finalement, on va vous présenter rapidement les 12 outils pour nourrir une culture là, intrapreneuriale. Mhm. Exact. Donc, fait que ma première, dans le fond, je vais revenir un peu plus là-dessus. Dans le fond, sûrement que la première question que vous vous posez, c'est vraiment de savoir pourquoi l'entrepreneuriat pourrait être un outil vraiment pertinent pour votre entreprise et pour vous-même. C'est ce que nous allons voir ensemble un peu plus dans les prochaines minutes. Pour débuter, laissez-moi vous partager un peu plus une phrase qui a beaucoup de sens pour moi et pour nous, qui justement donne vraiment une bonne idée un peu plus de ce qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Dans le fond, les grandes entreprises innovantes ne sont pas celles qui évitent l'incertitude, mais celles qui savent la transformer en opportunité. Donc, on le sait que vraiment, l'entrepreneurship travaille beaucoup à transformer, à apporter vraiment des nouveaux produits innovants toujours. Donc, on le sait à ce moment-là que l'incertitude qu'on vit présentement, hein, c'est quelque chose que vous vivez tous aujourd'hui avec le contexte des décisions politiques au niveau de l'instabilité économique aussi. Je vais arrêter le partage, ça va être plus facile pour vous à ce moment-là de vous concentrer pour les prochaines minutes. Mais donc, au niveau, aujourd'hui, les défis majeurs que vous rencontrez, c'est vraiment au niveau, bon, tout ce je parlais tout à l'heure des décisions politiques là, qui ont un impact sur nous, l'instabilité économique, l'évolution rapide là, au niveau des technologies on essaie de suivre le plus possible au niveau de l'intelligence artificielle, l'automatisation. On nous demande aussi d'être beaucoup plus performants, plus productifs pour être plus compétitifs et plus rentables. Donc, c'est l'exigence que toute entreprise a en ce moment sur les épaules. De plus aussi, d'autres exigences là, qui ont beaucoup grandi dans les dernières années aussi, c'est les attentes des employés et des clients qui sont de plus en plus exigeants. On sait que tous ces facteurs-là vous obligent à constamment vous réinventer. Puis la bonne nouvelle, c'est que l'intrapreneuriat peut justement être un outil à considérer pour plusieurs raisons, mais la plus importante à retenir, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ou gestionnaire dans une culture intra, vous n'êtes plus le seul responsable au niveau de l'innovation. On est vraiment à travailler une culture de partage, une culture de collaboration avec l'intrapreneuriat. Donc, trop souvent, même, on l'entend souvent, puis souvent, je pense que les dirigeants d'hier et d'aujourd'hui, des fois, croient qu'ils doivent être le seul à trouver, à réfléchir à l'avenir de l'entreprise, puis à trouver des idées nouvelles. Ben non, ça, c'est vraiment du passé depuis plusieurs années. Vraiment, on parle maintenant d'intelligence collective. Donc, vraiment, de travailler beaucoup que toutes les entreprises qui ont réussi leur croissance ont mis en avant-plan, ont mis en place une culture entrepreneuriale, même sans le savoir. Parce que justement, on pu apporter la croissance en consultant vraiment beaucoup plus leurs employés, en les impliquant beaucoup plus. Je peux vous donner des noms que vous connaissez tout le temps, qu'on sort toujours. Oui, Apple, oui, Google. On en a plusieurs autres. Il y en a même une entreprise très québécoise qui est Workleap, qui est très reconnue, anciennement GSoft, qui a une culture très entrepreneuriale et qui fait à ce moment-là que sa croissance est fulgurante depuis les dernières années et aussi que justement, il puisse susciter beaucoup plus là, de rétention de personnel. Donc, c'est quoi la définition vraiment de l'entrepreneuriat? Bien, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une stratégie qui permet aux employés d'agir comme des entrepreneurs à l'intérieur même de l'entreprise. C'est une approche justement qui stimule l'innovation, l'agilité, puis aussi la performance de votre entreprise, tout en renforçant l'engagement puis la rétention des talents, qui est vraiment un enjeu important en période d'incertitude pour justement susciter encore plus là, cette créativité-là. Donc, quoi de mieux que l'intra pour passer à travers l'incertitude et réussir sa croissance? C'est vraiment un outil vraiment très pertinent. On dit même que 78% des dirigeants estiment que l'innovation interne est vraiment essentielle à la survie de l'entreprise selon Deloitte. Donc, c'est sûr que, parce que dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de créativité, d'innovation, d'apporter des idées nouvelles. Donc, c'est sûr que l'entrepreneuriat vraiment va nourrir beaucoup plus là, ce côté d'innovation-là. Mais aussi, la question que vous allez me poser, c'est oui, mais comment ça fonctionne l'entrepreneuriat? Comment qu'on installe une culture entrepreneuriale? Donc, il y a plusieurs choses. Chez Grand Talent, c'est sûr que nous, ce qu'on fait comme accompagnement, mais ce qu'on va vous préparer, on va vous présenter un petit peu plus aussi, vous donner certaines idées. Donc, premièrement, bon, on détermine les styles. Un style entrepreneurial n'est pas
est propre à chacun un peu plus. Donc, on essaie vraiment d'avoir un style plus global au niveau de l'intrapreneurship, une vision dans l'entreprise qui va être véhiculée un peu plus et priorisée en termes de compétences intra. Donc, on fait l'exercice avec la direction. On fait souvent ça dans un contexte de planification stratégique, à inclure vraiment un peu plus les compétences qu'on va vous parler un petit peu plus dans quelques minutes. Donc, vous parlez de ces compétences-là, mais vraiment de déterminer un peu plus quel est le style. C'est quoi vraiment les compétences, nous, qu'on préconise à l'intérieur de notre entreprise pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, on développe un peu plus une vision entrepreneuriale. Par la suite, à ce moment-là, on va la découler beaucoup plus au niveau des styles de nos gestionnaire. Donc, c'est sûr que les gestionnaires sont nos leaders, sont nos porteurs un peu plus là, de la culture aussi entrepreneuriale. Donc, il faut les outiller et il faut aussi un peu plus les évaluer, à savoir c'est quoi à eux leur propre style intrapreneurial. Donc, c'est chaque individu a son style intrapreneurial propre à lui-même, selon ses traits de personnalité, selon ses caractéristiques. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, il faut déterminer un peu plus le style de chacun, puis voir un peu plus avec les objectifs qu'ils ont en tant qu'entrepreneurs et les objectifs, les enjeux, puis la réalité qu'ils ont. Ils vont avoir à ce moment-là certaines composantes qui vont être plus nécessaires en termes de compétences intrapreneuriales dans leur département pour arriver à atteindre les objectifs qui se sont fixés toujours. Donc, la troisième étape, c'est vraiment de déterminer un peu plus les styles nécessaires dans les postes qui sont occupés. Souvent, je donne aussi comme solution que lorsque vous avez un départ, c'est le bon moment pour pouvoir vraiment se poser des questions à savoir c'est quoi qu'on a besoin comme style intrapreneurial dans ce poste-là. Ça sera quoi nos enjeux? Est-ce qu'on a l'intention de changer les logiciels? Est-ce qu'on a l'intention de revoir un peu plus notre production? On implante-tu un ERP? Qu'est-ce qu'on fait un peu plus? Donc, si à ce moment-là, vraiment, vous ressortez plusieurs projets que vous aimeriez mettre en branle, ça va vous prendre un peu plus des styles intrapreneuriales, des styles plus forts à haut score un peu plus. Donc, et finalement, aussi, on discute avec nos employés. On apprend à les connaître pour arrimer les besoins du poste et les besoins des employés. Donc, de trouver vraiment la complémentarité qui va faire que ça va vraiment renforcer encore plus les compétences et outiller aussi nos gestionnaires pour être capables de mieux les renforcer, justement, ces compétences-là. Donc, ce diagnostic va nous donner une vision, va nous donner un peu plus une cartographie, un peu plus des cibles de formation et aussi des cibles de coaching pour justement vous aider à vous propulser vers l'atteinte des objectifs. Ça va vous permettre aussi vraiment c'est sûr, de recruter, de mieux recruter vraiment avec vraiment les styles des compétences déjà définies, développer aussi les personnes qui sont à l'intérieur de cette entreprise-là avec les compétences, mieux fidéliser aussi les employés car la vision sera en concordance vraiment avec les besoins de votre entreprise et celle de vos employés. On a plusieurs outils pour vous accompagner, mais on en a donné un gratuitement dernièrement, puis j'ai vu que plusieurs l'ont essayé, donc je vous invite aussi d'aller les voir un peu plus. On a l'autodiagnostic qui est directement sur notre site Internet que vous pouvez aller faire, qui est gratuit. Donc, juste en cliquant, vous pouvez aller compléter le questionnaire qui va vous donner votre style à vous personnel au niveau de votre style intrapreneurial. Donc, on a présentement 4 styles. Je vais vous faire un peu plus partage d'écran pour vous partager ces styles-là. Donc, dans les styles, vous avez les 4 styles ici. On pourrait dire que ceux qui ont plus haut score, on parle vraiment du visionnaire inspirant et de l'innovateur actif. Ça, c'est ceux qui ont vraiment les plus gros scores un peu plus là, au niveau de l'entrepreneuriat. Par la suite, on a les explorateurs engagés puis les participants potentiels. Important de comprendre que tous les styles sont importants dans une organisation. On ne peut pas avoir 50 employés qui sont visionnaires inspirants, ça va être le chaos. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on veut avoir quand même une combinaison, mais c'est surtout de plutôt arrimer le poste avec vraiment le style personnel de la personne. Donc, les visionnaires et les innovateurs, on va souvent même les voir beaucoup plus naturellement dans des postes de direction. Souvent, c'est des personnes que même naturellement, ils ont démontré leur entrepreneurship tout au long de leur carrière, qui ont fait à ce moment-là, qui ont été des personnes qui ont été promues la plupart
plupart du temps parce on va voir les 9 compétences tout à l'heure, mais qui regroupent beaucoup plus. Ils vont savoir démarquer de par justement leur style entrepreneurial. Donc, étant donné qu'on a besoin vraiment beaucoup plus de personnes qui vont beaucoup plus dans la décision et tout ça, donc on va vraiment les ressortir beaucoup plus. Alors, vous voyez que vraiment ces styles-là, allez essayer de le faire, vous allez voir un peu plus qu'est-ce que ça va vous donner comme résultat. C'est toujours très intéressant d'apprendre un peu plus à se connaître sur ce côté-là. Donc, important aussi de savoir que aujourd'hui, dans le fond, on a un enjeu de rétention de personnel et fidélisation de nos talents. C'est sûr que oui, on est en incertitude en ce moment, mais une chose est sûre, c'est qu'on a besoin de nos talents parce que, bon, l'incertitude, comme on l'a vu avec la COVID, peut passer à un moment donné. Donc, c'est important à ce moment-là d'avoir les meilleurs atouts au sein de notre entreprise, les meilleurs acteurs stratégiques. Mais on a posé la question, nous, à plusieurs reprises, puis j'ai sorti aussi les statistiques des 10 raisons pour lesquelles les gens quittent leur emploi. Nous, chez Grand Talent, on a une division au niveau, on a 4 chasseurs de tête à temps plein. Donc, souvent, ils posent la question automatiquement, pour quelle raison vous avez quitté votre dernier emploi ou pour quelle raison vous voudriez quitter votre emploi présentement? La plupart des réponses à ce moment-là qui sont remises, vous allez voir un peu plus qu'il y en a 4, là, justement, il y en a 5 même que j'ai répertoriés qui sont beaucoup reliés au niveau de l'entrepreneuriat, puis même certains qu'on peut aller chercher de plus. Donc, un manque de reconnaissance et d'avancement. Mais c'est sûr qu'en général, vraiment, les personnes vont stagner, vont sentir qu'il n'y a pas de possibilité. Au Québec, on a quand même 95% des entreprises qui sont en bas de 200 employés. À un moment donné, c'est sûr qu'au niveau structurel, il y a moins de possibilités d'avancement. L'entrepreneurship va nourrir beaucoup plus, justement, ces personnes-là qui sont à la quête de défis, puis que des fois, ben, ils n'ont pas de possibilité d'avancer, mais ils ont la possibilité à ce moment-là de s'épanouir au niveau de l'entreprise en les impliquant, des impliquants de toutes sortes là, que je vais vous parler un petit peu plus tout à l'heure, comment justement les stimuler un peu plus. Donc, il y a le problème aussi de gestion et de leadership au niveau justement de ces personnes-là. C'est souvent une information qu'ils vont donner. C'est vraiment de trouver que, bon, le climat de travail, la communication n'est pas très bonne, il y a un manque de leadership pour pousser les employés parce que souvent, les leaders, ils ne savent pas comment s'y prendre avec des entrepreneurs, surtout parce que les entrepreneurs, ils veulent s'impliquer, ils veulent plus, ils veulent en donner. Puis des fois, ben, les leaders vont un peu plus les ralentir. Donc, ça va vraiment créer un peu plus là, des frustrations. On a aussi vraiment les problèmes de gestion puis de leadership, là, vraiment, qu'on parle vraiment des climats. Non, ça, je viens de mentionner, je crois. Hein? Donc, le manque de reconnaissance et d'engagement, un peu plus, qui est vraiment justement le fait qu'on veut s'impliquer, on veut être reconnu. Puis la reconnaissance, ça ne va pas juste dans la petite tape dans le dos puis dans l'augmentation de salaire, vraiment pas. Justement, la petite tape dans le dos, c'est déjà vraiment beaucoup plus efficace qu'une augmentation de salaire. Mais aussi, ils ont besoin de se sentir écoutés, ils ont besoin de se sentir que ça a du sens, qu'ils ont du sens au travail, ils ont besoin de savoir qu'ils ont des idées puis qu'à ce moment-là, ils vont être utiles à l'entreprise. Donc, c'est comme ça aussi qu'on va savoir un peu plus que plus que vous allez les impliquer, plus qu'à ce moment-là, ça va être avantageux pour l'employeur. Donc, l'employeur, lui, va mieux reconnaître et susciter l'engagement de ses employés parce qu'il va voir la valeur ajoutée en créant des comités d'innovation, en s'assurant à ce moment-là d'être à l'écoute des idées. Même s'ils sont farfelus, souvent, ils vont vraiment nous aider à aller vraiment vers la solution. Donc, c'est très important d'avoir un peu plus cette écoute-là. Et la culture d'entreprise. Je vous parle de culture à ce moment-là entrepreneuriale. Donc, c'est sûr que la culture est importante. Les gens, maintenant, ont besoin d'avoir du sens, ont besoin d'avoir une entreprise qui reflète leurs valeurs, qui reflète à ce moment-là qui ils sont. Alors, ce n'est plus simplement le contexte des valeurs. On en parle beaucoup depuis des années, des valeurs, mais c'est aussi surtout de comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui les stimule et à ce moment-là d'aller chercher des compétences entrepreneuriales à l'intérieur d'eux, qui va à ce moment-là être un effet de mobilisation vraiment importante. Donc, fait que ça vous donne un peu plus une idée, un peu plus là, cette partie-là qui est assez importante à prendre en considération, qui confirme justement aussi que l'entrepreneuriat, c'est un outil vraiment important. Maintenant, je vous propose à ce moment-là de partir un peu plus, là, de parler des 9 compétences. Qui sont les 9 compétences entrepreneuriales. J'ai arrêté le partage, mais je vais recommencer le partage juste pour vous montrer les 9 compétences.
Donc, les 9 compétences, on a les 9 compétences qui sont, vous allez pouvoir aussi les voir sur notre site Internet, elles sont directement sur la page entrepreneuriale. Donc, on a les 9 compétences qu'on va vous énumérer. On a la créativité, le leadership collaboratif, la gestion du risque, vraiment la résilience, l'orientation client, toujours très importante, la pensée stratégique, l'influence, l'apprentissage continu, puis l'exécution rapide. Donc, la première, je vais vous en parler, qui est un peu plus la créativité. Je vous ai parlé tout à l'heure que la créativité est un élément très important. On accroche beaucoup l'entrepreneuriat à la créativité et aussi à l'innovation parce que justement, oui, il est précurseur de ça, d'idées nouvelles, mais la créativité, c'est une compétence qui est vraiment importante au niveau de l'innovation pour toute compagnie qui veut avoir de la croissance ou qui veut se différencier ou qui veut grandir ou s'améliorer, automatiquement, à ce moment-là, la créativité est importante. Fait que imaginez des solutions innovantes, vraiment capacité à plus de générer des idées nouvelles et originales pour résoudre des problèmes ou améliorer des processus. Donc, la créativité, vraiment de travailler à fonder un peu plus là, des comités de créativité. Il y en a partout, on le voit aussi. Là. Encore Google là, qui va en avoir continuellement des comités de créativité. Il va avoir même des heures allouées seulement au niveau de la créativité, donc pour trouver des solutions et des idées nouvelles. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça va avoir comme bénéfice? Mais c'est vraiment d'avoir une différenciation concurrentielle puis une optimisation beaucoup des processus, étant donné qu'on peut toujours avoir différents types de créativité qui vont être très pertinentes. Donc, je vais laisser un peu plus la parole à ma collègue Marie-Julie qui va vous parler un peu plus là, d'une... En fait, on parle beaucoup de créativité, mais la créativité, il faut vraiment la laisser s'exprimer aussi. Si on prend, par exemple, les brainstorming, tout le monde connaît les règles, mais combien de fois on voit les gens, ah oui, mais on n'a pas d'argent. Ah oui, mais on n'a pas ça. Ah, mais je ne donnerai pas cette idée. Laissons les gens le droit de rêver. Donnons-leur des conditions gagnantes pour que la créativité soit vraiment un incubateur de l'innovation. Donc, la deuxième compétence qui est vraiment en lien, c'est vraiment le leadership collaboratif. Donc, c'est vraiment cette capacité-là que va avoir une personne de fédérer une équipe autour d'un projet innovant, autour d'un projet commun. Cynthia l'a dit tout à l'heure, c'est fini le temps où tu as un leader qui décide. Le leadership collaboratif, mais c'est vraiment cette aptitude-là à mobiliser puis à inspirer une équipe pour atteindre des objectifs communs, puis valoriser la contribution de chacun. On parle beaucoup ici de groupes de co-développement, par exemple. C'est une excellente occasion, les groupes de co-développement, de développer un leadership collaboratif. Pourquoi? Mais première des choses, c'est parfois de se mettre vulnérable en disant, écoute, j'ai un problème, je n'ai pas la solution, parlons-en en équipe, qui fait en sorte qu'un autre gestionnaire ou un autre membre de l'équipe va se sentir très valorisé d'avoir participé au succès de cette problématique-là. Puis la fois d'après, va probablement se retourner vers un autre gestionnaire, une autre personne, pour aller chercher justement ce leadership collaboratif-là. Donc, ça apporte vraiment des bénéfices, ça apporte de la meilleure cohésion d'équipe et assurément une efficacité là, accrue. Troisième compétence, plutôt la gestion du risque. On parlait, c'est sûr que dans l'entrepreneurship, on parle de créativité, d'innovation, donc il y a toujours des risques. Il faut prendre des décisions calculées pour innover sans mettre en danger trop l'entreprise. Donc, c'est quelque chose que souvent les gestionnaires vont avoir à faire au quotidien, même des employés aussi. Tout employé prend des décisions, une multiple décisions tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment la capacité à identifier, à évaluer et gérer les risques associés à cette nouvelle initiative puis ce nouveau projet-là. Donc, c'est important aussi de pouvoir susciter dans le mode de la gestion du risque, souvent d'être un gestionnaire puis de faire participer et de consulter son équipe vraiment dans les décisions, dans les solutions attenantes. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment être plus important, plus intéressant aussi auprès des employés, puis ça confirme un peu plus là, des fois vos idées. Donc, ne pensez pas que vous êtes
seul à gérer le risque. Mais en plus, en ayant l'intelligence collective, bien, vous avez beaucoup plus de bénéfices au niveau de la réduction des erreurs un peu plus coûteuses. Puis aussi, ça accélère l'innovation. Et en plus, ça l'aide à ce moment-là à ce que les gens puissent adhérer plus rapidement, là, justement, à votre prise de décision et aussi à mieux gérer les risques là, et les étendues là, que ça pourrait avoir, que vous n'auriez peut-être même pas pensé en n'ayant pas consulté un peu plus vos équipes. Donc, la gestion du risque, c'est important. Il faut avoir un niveau de tolérance différent. Quand on est dans un poste de haute direction, il faut avoir un niveau de tolérance élevé au niveau de la gestion des risques. Quand on parle d'investissement, quand on parle d'entrepreneuriat, on est vraiment dans la gestion des risques beaucoup plus élevés. Puis après ça, bien, on va vraiment au niveau des contextes, là, un peu plus là, au niveau DG, au niveau gestionnaire. Donc, c'est très important au niveau du concept de la gestion du risque. La quatrième compétence, c'est la résilience, qui est vraiment très proche de la gestion du risque. Bien, la résilience, c'est vraiment cette capacité-là qu'une personne peut avoir de surmonter les échecs et de persévérer. C'est cette capacité-là aussi que la personne a de rebondir après un échec, après des obstacles, continuer à avancer, mais avec détermination. Présentement, on le voit avec les nouvelles, il y a des grandes périodes d'incertitude. Si on a une personne qui a une faible résilience, cette personne-là pourrait avoir tendance à paniquer. Et une personne qui panique, on le sait, ne va pas nécessairement prendre les meilleures décisions. Donc, la gestion du stress est très importante par rapport à la résilience. On a traversé la COVID. Il y a une autre crise qui s'amorce peut-être présentement, mais n'allons pas penser que l'année prochaine, ça va nécessairement être mieux. Donc, dans notre entreprise, ça nous prend des gens qui sont plus résilients puis qui vont être là pour nous motiver. Si une personne a cette capacité-là à rebondir, elle va entraîner l'équipe avec elle, elle va nous présenter un plan. Donc, c'est important d'évaluer cette capacité-là selon le type de poste dans lequel, le type de poste que vous avez besoin là, de pouvoir dans votre entreprise. La 5e compétence, on parle d'orientation client. Donc, on parle vraiment d'anticiper les besoins des clients. C'est très important. Vous le savez qu'aujourd'hui, les clients sont très exigeants. Vous êtes vous-même des clients. On est des très bons consommateurs. On a accès à l'information. On a accès aux médias. On est capable de faire le comparatif. Les clients d'aujourd'hui, ils recherchent l'expérience client et le meilleur produit. Donc, la combinaison gagnante, il faut offrir les deux. Donc, c'est important à ce moment-là de se repositionner, de se questionner toujours là, sur ces questions-là. Puis souvent, les entrepreneurs vont être des bons stimulateurs. Ils vont être des bons aussi des questionneurs au niveau des clients pour aller chercher encore plus en profondeur les besoins de ceux-ci. Donc, ça va être des personnes aussi qui vont souvent créer même des opportunités. Vous allez voir souvent que les entrepreneurs ils saisissent rapidement des opportunités qui se glissent dans toutes les sortes. Autant une opportunité pour l'entreprise, autant une opportunité d'amélioration, autant à ce moment-là que ça peut être aussi vraiment une opportunité là, de juste inclure une façon de faire qui va être différente. Donc, vraiment important de comprendre que l'entrepreneur va vraiment anticiper, puis ça va vraiment faire que, premièrement, vous allez mieux fidéliser vos clients, mais aussi vos employés, parce que les employés qui sentent à ce moment-là, qui ont apporté du sens, qui ont contribué, qui à ce moment-là, leurs idées ont été bonnes, puis qui ont vraiment fait une différence, c'est sûr à ce moment-là qu'on va avoir encore plus, premièrement, la motivation, l'implication de l'employé et aussi une chance de le fidéliser et de le conserver plus longtemps. Ça va aussi amener à ce moment-là plus de ventes. Donc, on est aussi en augmentation du chiffre d'affaires. Souvent, les personnes qui vont avoir un style entrepreneurial à haut score aussi vont être des personnes porteurs là, au niveau de résultats. Donc, à ce moment-là, beaucoup plus au niveau de l'orientation client, de la satisfaction client toujours. Oui, puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la fierté que les employés ont de représenter une entreprise aussi. Donc, la 6e compétence, c'est la pensée stratégique. Donc, cette capacité-là qu'un individu a à planifier à long terme puis à anticiper les tendances. Donc, on a tous connu des gens super flyés, super créatifs, OK, mais encore un plan d'action pour exécuter cette idée de génie sur du plus long terme. Donc, élaborer des plans en tenant compte du marché, mais aussi les objectifs de l'entreprise. Donc, on a la pensée stratégique,
mais on a les objectifs de l'entreprise. Donc, tu sais, on parle beaucoup de se réinventer, mais on ne peut pas se réinventer à n'importe quel prix. On ne peut pas se réinventer de n'importe quelle façon. Donc, d'avoir une personne qui a une pensée stratégique, c'est très important. Parfois aussi, c'est pas obligé d'être la même personne. On peut avoir un président qui a beaucoup de créativité avec un vice-président qui a une pensée stratégique très élaborée. Les deux, en combinaison ensemble, vont former un duo de feu. Fait que ça, c'est très important. Fait une PME, par exemple, va identifier un créneau exceptionnel, va développer un nouveau produit de niche, mais cette personne-là qui a une pensée stratégique va vraiment pouvoir accompagner l'équipe dans un plan d'action, puis encore là, dans une planification plus à long terme. On a parlé, la vision, c'est quelque chose que les gens en entreprise disent beaucoup. Il manque de vision. Il y a des idées, mais on ne sait pas comment exécuter le plan. Oui, ça, c'est un point qui ressort souvent, c'est un peu plus le fait qu'à ce moment-là, il y a souvent des idées, mais qu'à ce moment-là, ils ne se concrétisent pas. Ou sinon, ben, ils vont vraiment ne pas jamais se réaliser. Ils vont avoir commencé, mais ils vont vraiment finaliser, ne plus exister 2, 3 semaines plus tard. Donc, ça, c'est très important aussi d'avoir vraiment une bonne planification. La compétence 7, donc la compétence 7, quand on parle d'influence, j'adore cette compétence, c'est convaincre et rallier une vision innovante. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, j'essaie de vous influencer à comprendre que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet, vraiment un outil indispensable. Donc, l'influence, c'est d'essayer de convaincre, de rallier. Donc, c'est encore très important, un peu plus, d'avoir cette aptitude-là. Surtout, on parle aussi dans des postes de gestion, mais on parle aussi dans des postes, on a toujours des ambassadeurs, on a des leaders informels à l'intérieur de nos entreprises. Donc, ils ont cette influence-là. C'est vraiment une aptitude aussi à persuader, à motiver les autres, puis à soutenir les idées ou des projets novateurs. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont avoir, qui vont amener, qui vont créer un peu plus là, le sentiment de pouvoir y arriver, puis atteindre l'objectif final. C'est eux qui vont donner même l'énergie pour y arriver, parce que cette influence-là doit être une influence un peu plus durable. Donc, plus que vraiment, les bénéfices peuvent être vraiment intéressants et importants dans le contexte de l'influence. Donc, cette capacité-là, vraiment, elle vient importante à tout niveau d'emploi, tout niveau de poste, que ce soit de haute direction jusqu'en bas. L'influence est importante, puis tout le monde a sa façon d'influencer. Oui, puis c'est intéressant de faire le pont encore ici entre la créativité, l'influence et la pensée stratégique. Les trois doivent s'emboîter les uns dans l'autre. On a parfois, là, on entend souvent, là, ah, on a un super président, mais on n'a pas le goût de le suivre. Donc, l'influence, c'est souvent ce qu'on appelle les leaders qui sont inspirants ou les leaders naturels. Donc, d'avoir une personne dans votre entreprise qui a un haut niveau d'influence, mais cette personne-là va être capable de prendre peut-être la pensée stratégique d'une autre personne, puis de dire, hey, voici pourquoi on devrait adhérer à ce changement-là, ou hey, gang, suivez-moi, ça va être le fun. Cette personne-là, souvent, va avoir une attitude positive. L'attitude positive va peut-être contaminer d'autres personnes, espérons-le, en tout cas dans l'entreprise. Donc, l'avant-dernière, c'est vraiment l'apprentissage continu. L'apprentissage continu, là, c'est en permanence, c'est d'avoir ce désir-là de toujours rester pertinent, de toujours développer l'expertise. C'est souvent l'expert dans l'entreprise. Il y a toujours besoin de nouveautés. Puis, une des choses qu'on entend souvent, malheureusement, en entrevue, c'est ben, tu sais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. On dirait que j'ai plus rien à apprendre. Tu sais, ces gens-là, ils ont une curiosité intellectuelle. Et tard que pour apprendre, il faut avoir une promotion. Mais pour apprendre, des fois, c'est de sortir de ta zone de confort. Des fois, c'est d'avoir un rôle latéral. Des fois, c'est de participer à un nouveau produit alors qu'on ne travaille pas nécessairement dans ce créneau-là dans l'entreprise. L'apprentissage continu, pensez peut-être à la première personne qui vous a parlé de l'IA. Des fois, ce n'est pas nécessairement lui qui est devenu l'expert de l'IA, mais c'est une des personnes qui s'en est intéressée en premier lieu. Donc, c'est important de connaître le niveau. Tu sais, les gens qui ont ce critère-là très, très haut, bien, comment après ça, on peut les nourrir, ces gens-là, pour qu'ils restent au sein de l'entreprise, puis que leur expertise, évidemment, reste au sein de notre entreprise. Parce que une personne qui a un haut score en apprentissage continu, c'est important parce que ça va apporter de la compétitivité accrue. C'est souvent une personne qui cherche toujours à être meilleure, fait qu'il va peut-être étudier la compétition pour savoir comment s'améliorer encore plus. Puis, ben, ça peut faire des gens qui sont hautement engagés dans l'entreprise quand ce besoin-là est nourri chez eux.
Alors, Cynthia, la dernière, mais non la moindre. Exactement, l'exécution rapide. Donc, passer de l'idée à l'action, très important, c'est sûr. L'exécution qui est rapide, c'est vraiment la capacité à transformer rapidement une idée en action, permet de tester des concepts et sans attendre la perfection. Souvent, on va les déceler assez rapidement. C'est des personnes qui vont rapidement mettre en place les choses. On va parler quelque chose, qui sont déjà en train de faire des recherches. Ils ont déjà vraiment vérifié les informations. Vous le revoyez à peu près, même pas 24 heures après. Il a déjà essayé, il est déjà allé voir sur le site Internet. C'est des personnes, justement, qui ont une curiosité intellectuelle, mais en même temps aussi qui aiment que les choses avancent. Donc, c'est sûr que souvent, c'est eux qui vont dire la plupart du temps dans les réponses, justement, ah, ben on voit que les projets avancent pas, il n'y a jamais rien qui se passe, il n'y a rien qui change. On dit que ça va changer, mais ça ne change jamais. Ben, c'est des personnes, justement, qui aiment le changement un peu plus. Et on le sait qu'avec l'incertitude puis la réalité d'aujourd'hui et demain, il n'y a plus rien qui va être pareil. Là. Dans demain, dans une semaine, dans 3 semaines, ça va être une autre chose. Puis aussi, on a toujours des problèmes. On en règle un aujourd'hui, mais demain, il va en avoir un autre. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, dans l'exécution rapide, bien, on va avoir des bénéfices importants. On va avoir les gains de temps parce que vraiment, on va pouvoir aussi réduire les coûts un peu plus parce que ces personnes-là vont vouloir tester rapidement, puis ils vont vouloir mettre en action. Donc, c'est très important là, pour la croissance, là, toujours. Ça fait avancer les choses plus vite, là, cette compétence entrepreneuriale. Oui, puis cette compétence-là d'exécution rapide crée beaucoup de frustration chez à la fois les propriétaires d'entreprises avec qui on va parler et les employés. Une des choses que j'entends souvent, c'est les candidats. Pourquoi tu veux quitter? Ou après ça, ben écoute, j'ai lancé plein d'idées, j'ai mis un plan d'action, j'ai proposé qu'on fasse ci, ça, j'ai monté un business case pour l'achat d'un nouvel équipement, mais on repousse toujours mon projet. Donc, j'ai des idées, j'ai un plan d'action, mais au final, la personne qui est décisionnaire a de la difficulté à avoir une exécution aussi rapide que lui. Donc, ça ne fonctionne pas. Il y a un clash. Donc, tôt ou tard, le directeur d'usine va quitter. À l'inverse, le président, combien de fois on entend, OK, pourquoi votre directeur d'usine a quitté ou pourquoi ça ne fonctionne pas avec vous puis vous voulez le remplacer? Bien, il passe jamais à l'action, il est toujours réactif, il est toujours en train de régler des problèmes, mais il n'y a pas un pas d'avance. Il n'est pas capable d'exécuter rapidement. Il est capable d'exécuter rapidement s'il y a un bris de machine, sauf que quand on parle de innover, de mettre quelque chose en place, il y a plein de bonnes idées, mais il ne le fait jamais. Donc, ça fait en sorte quoi? Bien, on n'a pas atteint nos objectifs l'année passée. Donc, je vais passer à une nouvelle personne, puis je vais embaucher un nouveau directeur qui va résoudre les problèmes dont j'ai besoin. Donc, c'est ce qui conclut les 9 compétences. N'hésitez pas, si vous avez des questions vraiment reliées aux compétences, vous pouvez les écrire dans le chat. On va continuer, puis on pourra revenir là, avec vos questions au fur et à mesure. Exact. Donc, maintenant, ce que vous devez retenir, là, justement, de tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, la première des choses qu'on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment de parler de connaître, d'identifier vraiment les styles, donc de diagnostiquer adéquatement les styles, soit vraiment les styles de votre entreprise, de votre style de gestion, de vos dirigeants, puis de vos employés. Vraiment, c'est de travailler beaucoup à mieux comprendre ces compétences-là, puis comment, à ce moment-là, les faire vivre. On a donné quand même quelques informations, mais c'est sûr qu'il y a plein d'idées qui peuvent ressortir selon votre contexte, selon votre entreprise, pour justement susciter vraiment ces compétences-là. Puis les premières personnes qui vont vous donner, qui vont vous indiquer comment le faire, ça va être vos propres employés. Les propres personnes qui vont vous le dire à ce moment-là, eux, comment qui aimeraient à ce moment-là contribuer à contribuer à ce que vous puissiez utiliser leurs propres compétences entrepreneuriales. Oui, puis tu sais, c'est intéressant de le mentionner, puis c'est intéressant aussi de commencer dans un processus. Tu sais, on dit souvent que quand une personne quitte, c'est une bonne occasion de réévaluer nos besoins. Tu sais, j'ai un exemple qui m'est toujours resté en tête, en chasse de tête. Souvent, tu sais, on a l'impression que, ben, tu sais, on connaît les cycles là, des entreprises. L'entreprise vit une croissance, après, elle vit un plateau. Puis là, soit qu'il y a une décroissance ou soit qu'elle va rebondir vers le haut, mais on sait tous que le statu quo, n'est pas viable à long terme.
Et je parlais avec une présidente d'entreprise d'une usine. Puis là, j'étais comme, OK, c'est quoi vos plans pour les 5 prochaines années? Puis là, je m'imaginais qu'elle allait me dire, oh, on va doubler la capacité de l'usine, on va sortir 70 nouveaux produits. Puis elle, ce qu'elle m'a répondu, c'est, tu sais, Marie-Julie, ça fait 50 ans qu'on existe. Moi, tout ce que je veux, c'est d'être encore en affaires dans 50 ans. Donc, évidemment que je veux innover, mais non, je ne veux pas doubler la capacité de mon usine. Puis non, je ne veux pas me réinventer de A à Z. Mais cette information-là, elle est cruciale parce que je recrutais un directeur des finances pour elle. Mais le directeur des finances, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le profil que je vais rechercher, c'est pas quelqu'un qui est explorateur engagé, tu sais. En fait, c'est le contraire. Je vais chercher peut-être plus un explorateur engagé. Je ne chercherai pas quelqu'un qui a une créativité débordante parce que quelqu'un qui a une créativité débordante va s'ennuyer, va toujours vouloir proposer des idées, mais on a une présidente qui ne veut pas réinventer la roue, donc il va se sentir brimé, ses idées ne seront pas acceptées, il va finir par être démobilisé, démobiliser le reste de l'équipe et quitter. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire une belle évaluation pour faire fitter la compétence dans le bon poste avec la bonne personne. Parfait. Donc, c'est sûr que ça vous donne un peu des idées, mais j'aimerais ça vous en donner d'autres, vraiment, c'est sûr. Dans le fond, vous présentez peut-être rapidement les 12 outils là, pour stimuler votre culture entrepreneuriale. Donc, je vais repartager l'écran. Donc, on parlait justement... oups, désolé. Oui. Alors... on parlait de 9 compétences, mais les 12 outils. Dans le fond, dans le processus complet, un peu plus au niveau de la gestion des talents, on a, oui, la partie au niveau du recrutement et de la chasse de tête. Donc, on peut parler vraiment de la définition des profils entrepreneuriales qui est nécessaire au succès, comme on parlait tout à l'heure, des grilles d'entrevue qui incluent vraiment les 9 compétences entrepreneuriales. On a le test, là, justement, sur notre site Internet qui est gratuit au niveau des styles entrepreneuriales, mais aussi il y a des tests psychométriques qui vont ressortir qu'on utilise au niveau, justement, des rapports des compétences, au niveau entrepreneurial beaucoup plus. On parle aussi d'intégration en gestion des talents, donc on parle de programmes d'intégration à ce moment-là qui inclut beaucoup plus une forme de rallye de développement de compétences au niveau de l'entrepreneuriat, puis de vraiment de développer un peu plus le tout dans l'entreprise, où sont les sources d'entrepreneuriat que les employés peuvent aller rechercher. Donc, des programmes de gestion de performance aussi, donc pour avoir vraiment une suite logique dans notre processus. C'est ça une culture. Une culture, c'est vraiment d'avoir une suite logique jusqu'à la fin de l'expérience employée. Donc, le développement des talents, qu'on parle vraiment avec le plan de développement de carrière un peu plus aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir une vision. C'est où qu'ils vont se voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Surtout les dernières générations ont encore plus le besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est possible pour eux. Donc, dès qu'ils ne sentent pas qu'il y a possibilité pour eux d'avoir quelque chose dans un long terme, ils vont se poser beaucoup plus de questions. Ils vont avoir tendance à penser que c'est ailleurs qu'ils vont l'avoir l'opportunité pour eux de carrière. Donc, on parlait de co-développement tout à l'heure, on parlait aussi des ambassadeurs et des ambassadrices de compétences, de maximiser justement les compétences à l'interne pour des fois de faire peut-être des duos là, qui pourraient être vraiment des duos explosifs. Je dis souvent, comme au hockey, on essaie d'avoir le meilleur trio performant. Donc, essayer de mélanger les meilleurs styles entrepreneuriales ensemble, les combiner pour avoir le meilleur trio pour à ce moment-là être le plus scarré, on pourrait dire. Donc, vraiment, au niveau de la rémunération, toujours pour être en cohérence, on parle avec des programmes de rémunération. Il y en a beaucoup qui vont faire justement des programmes de rémunération qui offrent des incitatifs, qui récompensent beaucoup plus la créativité, l'innovation. Il y en a qui vont allouer des heures à des personnes là, pour faire de la création. Donc, faire des formations, d'offrir des formations, surtout aux gestionnaires, de comment mieux gérer à ce moment-là ces compétences-là à travers leurs employés et aussi comment les développer pour les employés eux-mêmes avec des programmes de coaching et de développement de compétences. Donc, c'est plein d'outils là, qui sont possibles à mettre en place. Finalement aussi, je vous en donne 2 aujourd'hui pour les cadeaux de la Saint-Valentin. Donc, c'est ça qu'on vous en donne 2. Là, il y a l'autodiagnostic que je vous ai déjà parlé, mais le petit dernier nouveau qu'on vous donne, qui est maintenant accessible aussi, juste en dessous de l'autodiagnostic sur notre site Internet. Donc, toujours sur notre site Internet, il y a la partie entrepreneuriale.
vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir l'autodiagnostic. Et plus bas, vous allez voir les 18 questions pour révéler le potentiel intrapreneurial. Donc, amusez-vous avec ces questions-là que nous, on a choisi vraiment des questions pour chacune des compétences. Ça va vraiment, justement, vous donner d'autres idées. Ça va vous donner aussi l'intérêt d'aller rechercher encore plus et surtout d'identifier les compétences entrepreneuriales à travers les gens que vous allez rencontrer. Même, je vous invite même à peut-être les utiliser et à les mettre dans vos prochaines rencontres annuelles que vous allez avoir prochainement. Essayez de voir, à tester un petit peu plus quelle personne qui a un peu plus telle compétence ou quelle autre compétence qui pourrait justement être un effet très mobilisant. Donc, on serait rendu à la période des questions. On est excellente dans le timing. Je suis impressionnée. Midi 45. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions que vous aimeriez nous partager par rapport ou vos impressions par rapport à l'entrepreneurship. Sinon, je peux même vous poser la question, est-ce que vous croyez que ça pourrait être un outil pertinent pour votre entreprise ou pour passer à travers l'incertitude? Tranquille. Ou des exemples, parce que vous avez des exemples. Je peux peut-être partager un exemple pendant que vous réfléchissez à vos questions. En fait, tu sais, j'ai fait, avant de me joindre à Grand Talent, j'ai fait 2 processus d'entrevue. Une pour une entreprise là, vraiment très, très, très créative, puis une autre dans le domaine municipal. Puis dans le domaine, on va dire dans le domaine privé, puis dans le domaine public. Dans le domaine privé, on m'a dit, tu as un budget illimité pour être la directrice des ressources humaines. Voici ton enjeu, tu fais quoi? Dans le domaine public, on était 3 autour de la table. On m'a posé des questions ultra plates, ultra basiques. Mais à la fin, je me suis rendue en finale pour l'entreprise privée. Finalement, bon, j'ai opté pour aller chez Grand Talent. Mais bref, dans l'entreprise publique, on m'a reproché de ne pas avoir été assez créative. Mais il n'y avait aucune place à la créativité dans l'entrevue. Est-ce que la créativité, c'était peut-être qu'il aurait fallu que je me coiffe différemment ou que j'ai un look plus funky? Je ne l'ai jamais su. Mais je me suis dit, ça part de là. C'est pas ça part du processus d'entrevue. Je pense qu'on avait une main levée. Oui, Jean-Michel. Salut, salut Cynthia, salut Marie-Julie, merci beaucoup pour la présentation. C'est non seulement pertinent, mais très dynamique. C'est intéressant à suivre. À la fin de la présentation, là, vous avez parlé du nouvel outil 18 questions. Je trouve ça intéressant parce que je me demandais justement dans ma réflexion, tu sais, OK, comment je fais, là, moi, là, pour évaluer mes collègues autour de moi avec ce que je viens d'apprendre aujourd'hui. Je me voyais un peu mal outillé pour le faire, mais là, je pense que les questions, je vais aller les voir, puis je vais voir comment ça pourrait m'aider. Ma question est la suivante, c'est est-ce que vous avez vu des cas où un gestionnaire a utilisé cet outil-là avec son équipe? Si oui, est-ce qu'il y a eu de la résistance ensuite de ça de la part des employés à partager les résultats du questionnaire? Mais si on parle, il y a 2 types. De quel style? Le style intrapreneurial. Donc, c'est sûr que là, il est tout nouveau un peu plus. Fait que oui, on a commencé vraiment, on a fait les tests à plusieurs de mes clients. Donc, les styles, c'est sûr que les gens, ce qui est important de comprendre dans les styles, puis c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui, vraiment, c'est de comprendre que tous les styles sont importants dans une entreprise. Donc, il n'y a pas un style qui est moins bon que l'autre ou quoi que ce soit. C'est que les styles, à ce moment-là, ont chacun leur avantage et inconvénient, mais ça va être un avantage selon le poste dans lequel que tu es. Donc, c'est ça, puis selon les attentes qu'on a envers toi. Donc, c'est ça que je pense qui est vraiment le plus important, c'est de cibler premièrement quelles sont, avant de faire l'exercice, bien, pour ça que je dis tout le temps, réfléchissez avant vous-même à c'est quoi votre vision au niveau de l'entrepreneurship, au niveau de ces compétences-là, par rapport à vous avez sûrement eu peut-être un peu plus là, les attentes, les objectifs qui sont attendus un peu plus là, dans le développement, la croissance. Donc, à ce moment-là, ça va vous donner un peu plus, bon, c'est quoi les acteurs
stratégique que j'ai besoin autour de moi. Puis, à ce moment-là, avec ces styles-là, bien, vous pouvez faire l'exercice de demander à vos employés de compléter l'autodiagnostic, de vous ramener les résultats. Et puis, à ce moment-là, ça va vous donner un peu plus une pondération, un peu plus de c'est qui, un peu plus, ça va vous donner un peu plus une cartographie de quel genre de style que vous avez dans l'équipe. Et après ça, à ce moment-là, de mousser beaucoup plus les compétences de chacun par rapport à ça. Puis d'en faire un exercice, c'est un exercice qui peut vraiment être intéressant à savoir, bon, OK, oui, moi, je suis un explorateur, je ne suis pas le visionnaire, mais c'est qui le visionnaire dans l'équipe? OK, bien, c'est moi. Bon, c'est parfait, bien, on va s'arrimer ensemble. Moi, je vais être vraiment plus la personne. Puis dans les 9 compétences, moi, je suis plus forte à ce niveau-là, puis toi, tu es plus forte à ce niveau-là. Donc, on fait une meilleure combinaison à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment plus ce côté-là qui peut vraiment être bénéfique, puis qui a vraiment été révélateur là, lorsque je les ai utilisés. Ça a été beaucoup dans cet aspect-là. Peut-être que je peux rajouter aussi, Jean-Michel, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant, des fois, c'est juste les questions. Les gens me disent, oui, mais tu sais, moi, là, j'ai pas besoin de ça. Fait que, tu sais, ils vont peut-être pas globalement scorer haut, mais il y a 2, 3 compétences où est-ce qu'ils scorent vraiment haut. Bien, c'est plus fort qu'eux. Il faut nourrir ça. Il faut connaître. C'est un peu comme connaître les forces des gens. Il faut pouvoir les connaître, puis après ça, les mettre à profit. Donc, des fois, même si on a quelqu'un qui score bas, c'est d'aller décortiquer, puis d'aller vraiment voir qu'est-ce qui est important chez cette personne-là. Parce que comme on dit, ces critères-là, ces compétences-là, ils sont plus forts que toi. S'ils ne sont pas nourris, ça va devenir des irritants, ça va devenir des frustrations. Fait que je pense pas que les gens sont nécessairement réticents. C'est de la façon de l'aborder parce que c'est pas t'es meilleur parce que tu as un score plus élevé. C'est pas non plus comme ça qu'on le travaille avec nos clients. On va vraiment plus le travailler à dire, des fois, on a des clients, par exemple, ils ont une problématique, ils ont vraiment 3 personnes qui ont des personnalités différentes, qui ont de la difficulté à prendre des décisions en équipe, mais là, à ce moment-là, on va le travailler d'une certaine façon, soit pour séparer les tâches, soit pour séparer les projets. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jean-Michel. Parfaitement. Oui, ça m'aide beaucoup. Merci à vous deux. Mais suivez les questions sur notre site. Vous n'êtes pas obligé de poser les 18 questions en entrevue, ça sera un peu intense. Mais les questions que vous s'adressent peut-être plus. On a Roula. Allô, Roula? Salut, ça va? Ça va, toi? Allô? Oui, Allô? j'ai pas mon caméra, désolée. Pas Je grave, on voulais juste t'entend dire bien. un commentaire. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Je voulais juste dire un commentaire à la suite de la question de M. Jean-Michel. C'est important, comme Marie-Julie a dit, que c'est pas un mauvais profil ou pas mauvais, un bon profil, mais il faut faire attention quand tu as une seule personne qui a un profil distinct dans toute son équipe à elle, où est-ce qu'elle travaille, ça se peut quand les collègues savent c'est quoi le profil, que cette personne soit un peu comme un outsider à son équipe. Je l'ai vécu avec un de mes équipes. J'avais une personne qui avait un profil, disons, jeune, créatif, trop créatif, dans une équipe qui est plus bleue, qui est une équipe qui fait beaucoup d'analyses, qui aime beaucoup la recherche. Et puis, tout le monde disait que, ah oui, maintenant, on comprend pourquoi on ne s'entend pas bien avec cette personne-là, mais on n'a pas mis les outils en place pour qu'on approche les points de vue. Ça a créé encore plus de problèmes dans l'équipe au lieu, c'est pas leur problème à eux, qu'on n'a pas su comment le gérer, mais je veux dire que ça peut créer des problèmes si on ne sait pas comment gérer ou comment intégrer les personnes avec différents profils dans une équipe qui est, disons, monoprofil ou, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. C'est aussi important. C'est très important, Roula. Souvent, nous, on te le dit même en équipe ou des fois, on parle, puis là, on se dit, oui, mais rappelle-toi, cette personne-là, là, c'est quelqu'un qui a de la difficulté avec son pouvoir d'influence. Fait que c'est quelqu'un qui est plus dans sa tête, c'est quelqu'un qui est très créatif, mais quand il arrive le temps d'avoir une influence sur les autres, c'est quelqu'un qui est peut-être plus stressé. Fait que qui pourrait aider cette personne-là à compenser? Fait que des fois, en connaissant les très grandes forces, mais aussi les limites de certaines personnes, où est-ce qu'ils scorent peut-être un peu moins fort, bien, ça justifie parce que, tu sais, combien de fois on l'entend? Oh, mais là, ça n'a pas de bon sens, il a encore fait ci, il a encore fait ça. Oui, mais rappelle-toi, ça, c'est sa force. Toi, c'est ça ta force.
comment vous pouvez travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Merci, Exact. Oula. Ça fait plaisir. Julie. Ah, Julie. Vas-y, Julie, à toi la parole. Oui, je suis assise devant un bureau toute la journée, j'avais besoin d'aller prendre une marche. C'est une bonne idée. Bonne idée. C'était vraiment, vraiment captivant. J'ai tout entendu, tout écouté. Puis moi, je ne suis pas ni gestionnaire, ni entrepreneur. Cependant, j'ai toujours été attirée par, je pense, les capacités, les qualités des gestionnaires, de la gestion, de l'entrepreneuriat. Donc, je me suis inscrite à votre webinaire. Et ce que ça m'a apporté, c'est que je pense que je suis clairement créative, ça j'ai aucun doute là-dessus. Puis dans l'exploration, puis je vais pouvoir, moi, utiliser tout ce que j'ai appris aujourd'hui, puis vos outils éventuellement dans mon équipe de travail, c'est certain. Puis ça va pouvoir amener beaucoup d'échanges et de discussions. J'ai le goût de vous dire que ce que vous apportez, ça peut se mettre à différents niveaux, puis à différentes personnes qui sont justement intéressées par la découverte, puis s'engager dans son entreprise, même s'ils ne sont pas gestionnaires, en fait. Mais absolument. Tu sais, des fois, on parle de la capacité d'influencer. Justement, là, des fois, tu sais, on pense que c'est telle personne qu'il faut qu'il aille vendre le produit parce qu'il connaît bien. Oui, mais on a une personne dans le bureau qui a une super capacité d'influence. Tu sais, on aime l'écouter. Bien, on peut se servir de cette qualité-là, demander à cette personne-là de s'impliquer dans le prochain projet, par exemple, tu sais. Fait que ça peut, là, on a parlé beaucoup parce que nous, c'est notre métier de recruter des directeurs, mais tu as absolument raison que ça peut s'appliquer à toutes sortes, à tout le monde, en fait. Mais il y a des entrepreneurs partout, puis souvent, des fois, il y en a beaucoup de gens qu'on a rencontrés, puis à un moment donné, je leur disais, ben, tu es un intrapreneur, puis ils disaient, oui, enfin, tu sais, il y avait comme ils savaient qu'il y avait toujours un peu, des fois, peut-être une petite différence, mais ils étaient contents de savoir c'était quoi un peu plus leur identité à eux, qui sont maintenant des intrapreneurs. Non, ils ne sont pas l'entrepreneur, ils n'ont pas pris le risque de décider d'être justement un entrepreneur, mais toutefois, à ce moment-là, ils aiment vraiment s'investir, ils aiment, souvent, on va dire souvent que ces personnes-là, ils travaillent comme si ça serait leur propre entreprise. Donc, ça va être même une phrase qu'ils utilisent souvent. Moi, je fais mon travail comme si que ça serait ma propre entreprise. Fait que c'est ça l'entrepreneurship. C'est que oui, OK, j'ai peut-être pas pris la décision de créer mon entreprise, mais moi, je veux travailler pour m'investir à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est là aussi la distinction. Puis on a vraiment souvent, des fois, on va avoir des collègues qui, eux, ben moi, ça ne m'intéresse pas du tout de m'investir plus. Ils sont dans le 8 à 5, ils punchent, ils sont corrects, puis ils n'en donnent pas plus en tant que tel. L'entrepreneur, il n'est pas capable, c'est naturel, ça vient plus fort que lui, il est obligé d'en donner. Il va en donner pas nécessairement tout à la même place que l'autre à côté. Il y a des différents types d'entrepreneurs. On n'a pas les mêmes sources de motivation parce qu'on est tous des individus uniques et complexes. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, au moins, la plupart des gens, ils appréciaient beaucoup à savoir de dire, ben, enfin, je trouve un peu plus, c'est quoi un peu plus mon identité? Ben oui, je suis un entrepreneur. Et puis, je suis contente de savoir à ce moment-là que oui, je peux contribuer. Puis que oui, il y a des entreprises et des gestionnaires qui vont être prêtes à ce moment-là encore plus à maximiser votre potentiel d'entrepreneur. Puis là, que vous allez vous sentir sous votre X, qu'on appelle aussi aujourd'hui vraiment beaucoup de trouver votre X, mais c'est de trouver en fin de compte de sentir que vous avez du sens au travail. Donc, fait que c'est sûr que pour les employés, ben moi, je vous invite à déjà essayer de vous poser la question, à savoir quel style d'entrepreneur, qu'est-ce qui me motive, moi, intrinsèquement, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, j'aime ça. Puis à ce moment-là, au niveau des gestionnaires et entrepreneurs, ben c'est premièrement, de vous identifier vous-même, mais aussi d'être capable de savoir, bon, comment je peux les repérer et les identifier dans ma propre entreprise, dans ma propre équipe et comment je peux les stimuler parce que sachant que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un effet de motivation. Écoute, Cynthia, c'est déjà le temps de conclure. Il est midi 58. Pardon, Julie? Ah, vas-y, Julie. Non, j'avais juste dit merci beaucoup. C'est là-dedans que je m'étais reconnue, en fait. Parfait. Merci. Donc, sinon, on est capable de rester là si vous avez d'autres questions. Sinon, ben, on va vous libérer, vous profitez de votre journée. Je sais que vous avez des agendas bien remplis. Déjà, j'apprécie beaucoup votre présence aujourd'hui. Et puis, on reste là quand même quelques minutes s'il y en a qui ont des questions. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur LinkedIn. Écrivez-nous. Je ne sais pas si les gens, j'imagine, ils ont le courriel général de Grand Talent aussi, mais si vous écrivez à moi ou Cynthia sur LinkedIn, on répond là, toujours. C'est très important pour nous, le service. Donc, on répond toujours aux gens qui avez besoin de plus d'informations. Si vous avez fait le questionnaire, on serait curieuse aussi
d'avoir votre feedback. Tu sais, on l'a déjà testé, il y a des gens qui l'ont utilisé, on a des clients justement qui l'utilisent, mais ça serait le fun d'en savoir plus aussi. Puis les 18 questions, ben, c'est tout nouveau de ce matin. Donc, on vous invite encore aussi là, à aller les voir. Puis on aime bien ça, avoir du feedback. Donc, ça va vraiment nous faire plaisir. Ben, passez une belle journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bye bye. Une question rapide de Cynthia, Marie-Julie. Oui. Je l'ai posée. Est-ce que vous êtes à l'aise de partager la présentation ou non? Oui, bien oui, je suis à l'aise de la partager. Oui, je suis à l'aise de la partager, il n'y a pas de problème. As-tu mon courriel? Je pense que oui. J'ai pas ton nouveau courriel, j'ai ton ancien J'aime ça courriel. comment tu penses, hein? Hein? Oh, c'est bon, c'est créatif, ça. C'est excellent. C'est opportuniste. Pouvez-vous donc le partager sur notre C'est site? numéro 1, je vais t'envoyer ça tout de suite, Cynthia. Merci. D'accord, parfait. Puis Good aussi, job. l'enregistrement aussi, je la garde, Oui. donc il n'y a pas de problème. Puis, ben, ça me fera plaisir, puis on reprendra contact ensemble, c'est certain. Avec grand plaisir, merci. Merci, au revoir. Bye bye. Donc, ben, merci. Contente de notre présentation. Je vais à ce moment-là fermer la présentation. Je vais quitter et vous remercier là, de votre présence.